Bring it back. Wait a minute. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No rushing now. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say. Merci. 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 Merci infiniment. Merci infiniment. Vous êtes tellement mignons. Merci infiniment. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus. Ce qui nous lie ce soir ici, c'est la femme. Le thème de la femme, c'est l'excision. L'excision, pourquoi on excise? Pourquoi ce choix? Et quels sont les gens qui pratiquent cela? Donc, ce soir, on va le savoir. Parce qu'on a des invités qui vont vous expliquer tout ça. Alors, quel est le bénéfice de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on doit exciser quelqu'un? Pourquoi on a décidé de le faire? Donc, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. On doit le savoir parce qu'il est temps d'arrêter ces pratiques-là. Parce que c'est une façon de dire que le bon Dieu, il n'a pas bien fait. Et nous, on doit enlever une partie de la femme. Et là, Catherine Stone et Karine Shaw disent non. On a un système ici dans Karine Shaw. On donne toujours les cartons rouges à des choses qui n'honorent pas la femme du tout. Aujourd'hui, on va donner le carton rouge à la maltraitance de la femme et la jeune fille. Et donc, pour commencer, je vais inviter El Hadj Sanou Agbere. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il est imam à la mosquée à Guanivé. Un mosquée qui a un nom spécial. Un mosquée qui s'appelle Mosquée Fiesta à Guanivé. Prenez place, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus, monsieur. Alors, on continue par inviter Dr Edgar Kelly. Il est gynécologue à l'hôpital Biassa. Soyez les bienvenus, docteur. Prenez place. On va maintenant inviter Catherine Pichon. Elle est là. Elle arrive. D'accord. Elle est en développement personnel. Madame Pichon, soyez les bienvenus. Mettez-vous à côté de moi. Et on va finir par inviter Dr Kofi Potsu. Il est chercheur à l'université de Lomé. Ah, docteur, soyez les bienvenus. Prenez place. Oui. Alors, maintenant que le décor est planté, on va commencer par notre histoire de carton rouge. Alors, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui un garçon et une fille pour m'aider à donner la carte? Parce que ça les concerne tous. Ces batailles, on ne peut pas le faire tout seul, on va le faire avec les garçons. Vous avez besoin de nous accompagner pour qu'on puisse réussir. Alors, ensemble, avec nos invités, on dit carton rouge à la maltraitance de la femme. Carton rouge à ceux-là qui maltraitent les femmes et les jeunes filles. Voilà, vous devez arrêter parce que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous définissez l'excision en tant que docteur? L'excision rentre dans le groupe de ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines, qui sont un ensemble d'interventions visant à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes ou toute autre intervention sur ces parties dans un but non médical, dans un but non thérapeutique, motivé par des raisons culturelles ou religieuses. Voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'excision. Brièvement. Alors, moi, je vais poser la question à mon imam. Alors, comment est née l'excision?
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Je vous remercie de m'avoir passé ou donné la parole d'intervenir sur le thème qui est l'excision. Mais avant toute chose, permettez-moi, puisque beaucoup de gens n'ont pas compris ce que j'ai marmotté, Y compris moi. de faire comprendre que je remercie tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, qui a permis à ce qu'on se retrouve ici et qu'on parle de ce thème. Et que sa bénédiction soit sur son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui œuvrent pour la bienfaisance de ce que tu prônes. Au fait, l'excision, si on va parler de comment l'excision est venue dans nos sociétés, nous allons y retourner dans les temps. Ça a commencé par le père du monothéisme pur, qui est Abraham, paix et bénédiction dans sur lui. Un ordre qu'il a donné à sa femme Sarah. Sarah, effectivement, avait comme esclave Agar ou Hajara, communément appelée, qu'elle a obtenu de l'Égypte. Nous n'allons pas trop développer le thème, mais c'est que Sarah était en fureur compte tenu de l'orgueil de son esclave. Et il a fallu que Abraham, elle a fait comprendre qu'elle devrait couper ou amputer 3 organes sur Agar. Et là, Abraham lui a ordonné de lui percer les 2 oreilles, ça fait 2 organes, et de faire l'excision. Voilà comment cela est né dans nos sociétés. D'accord, je vous remercie. Mais je vais poser la même question à notre psychologue Catherine Puchon. Dites-nous ce que vous en pensez de cette pratique-là. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup à toute l'équipe de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être là et très heureuse aussi de partager ce moment-là avec vous. L'excision, ce que j'en pense, bon, c'est pas, je dirais, le plus important. Ce que j'en pense, c'est surtout comment je peux constater les souffrances qui sont induites au niveau de la femme, de la jeune fille, de l'adolescente et dans les différents pays où l'excision est bien sûr pratiquée. Ce que j'en pense, évidemment, c'est que c'est une atteinte au corps de la femme. C'est une mutilation. C'est au-delà d'une mutilation uniquement physiologique, un grand traumatisme psychologique. J'aurai l'occasion de disserter un petit peu plus tout à l'heure là-dessus. Et comment moi-même, je peux aussi orienter, guider, accompagner ces personnes en souffrance. Alors, cette pratique, notre imam, elle est seulement pratiquée en Afrique ou dans les autres régions aussi? Évidemment, si on va répondre à ce genre de questions, puisque ça émane d'Abraham, cette pratique n'est pas seulement en Afrique, elle se pratique d'autre part, mais pas à des faits religieux. Chacun a ses prétextes pour lesquels il pratique ce genre d'excision. Par exemple, où est-ce que ça se pratique à part l'Afrique? Dans quel continent, par exemple? À part l'Afrique, comme on dit que ça provient effectivement d'Abraham, vous savez qu'Abraham, effectivement, c'est lors de son déplacement de Babylone à Cham, que nous appelons actuellement Syrie, il a passé par l'Égypte, et c'est là qu'il est revenu maintenant à Jérusalem, et ces genres de pratiques ont commencé, donc je suis sûr et certain que ça pourrait peut-être entamer ou choses qu'on, en quelque sorte, voir, c'est-à-dire toucher ces genres de tranches de population aussi qui ont pratiqué cela. Qui ont pratiqué cela. Alors, Dr Poutou, qu'est-ce que vous en pensez de l'excision? Merci beaucoup pour l'émission, parce qu'il faut vraiment
qu'on arrive aujourd'hui à dévoiler certaines pratiques qui n'honorent pas la société contemporaine. Quand on me dit déjà l'excision, je pense à la douleur, je pense au traumatisme, mais aussi je pense à un fait social, à une culture. C'est effectivement une pratique qui est faite sur la femme, mais une pratique qui, à l'origine, il y avait l'homme, Abraham, comme l'imam vient de le dire. Je dirais aussi que cette pratique continue toujours dans la mesure où c'est devenu une culture. Et une culture, il faut la répéter, il faut la continuer. Maintenant, comment faire pour l'arrêter? Nous sommes là et on va trouver la solution. On va trouver la solution. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi Yekari Show. Ma dignité. N'y touche pas. Pas de mutilation. On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Ben, tout d'abord, on va arrêter pour suivre ce que disent les autres personnes. Donc, suivez plutôt. Selon moi, ce n'est pas une bonne chose. Ça nous nuit beaucoup, nous les filles. D'abord, ça détruit la santé. Ça amène des fois même à perdre la vie. La fille peut perdre sa vie parce que ça fait perdre beaucoup de sang. C'est une partie très sensible du corps de la fille. Ça fait perdre beaucoup de sang et la fille peut perdre sa vie comme ça. Et deuxièmement, même si la vie de la fille en sort, moralement, sa morale sera détruite. Ses parents, elle n'aura plus le même amour à ses parents. Peut-être eux, ils veulent faire du bien à cette fille, mais ça va engendrer une autre chose. Et ce n'est pas guérissable, ça ne se guérit pas. C'est tout ce que je ne le conseille pas aux parents. La pratique de l'excision existait avant même l'avènement de l'islam, puisque le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais recommandé cette pratique. Il n'a jamais aussi interdit cette pratique. Donc pour dire que la pratique de l'excision n'est pas née avec l'islam, c'est vrai, d'aucuns le pratiquent, mais ce n'est pas écrit dans les textes islamiques que cela doit se faire. Donc ce n'est pas une tradition du prophète, paix et salut sur lui. La pratique de l'excision, comme le disent si bien les sages-femmes aujourd'hui et bien sûr les gynécologues, il faut dire que le résultat, ou du moins le constat qui a été fait, est que les filles ou les femmes qui se font exciser de façon générale, au moment de l'accouchement, elles rencontrent beaucoup de difficultés, parfois voire même la mort qui survient suite à un accouchement. Et aussi dans les foyers, elles ont du mal, n'est-ce pas, à vraiment jurer. Dans leur foyer conjugal, en fait, la pratique de l'excision n'est ni recommandée par l'islam et elle est aussi déconseillée sur le plan scientifique par les gynécologues, les sages-femmes, les accoucheuses et tout. Alors, nous voilà de retour sur le plateau. Est-ce que cette pratique est uniquement religieuse, je veux dire, ou autre chose? Merci. La pratique de l'excision n'est jamais mentionnée dans tout le Coran que nous savons, ni dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que vous allez voir l'intervenant tout de suite a fait comprendre effectivement qu'on ne le trouve pas. Ce n'est pas un fait religieux. Voilà. C'est pas un fait religieux. Si vous allez vous-même constater l'origine même de cette pratique, vous allez en savoir que j'ai fait comprendre la fureur de Sarah sur son esclave, afin que Abraham ne lui propose ce qui pouvait atténuer les souffrances de Agar. Voilà, un esclave, quand une personne qui possède un esclave dit « je vais amputer 3 de ses organes », la personne peut aller jusqu'à enlever les pieds, ou voire même attenter à sa vie. Voilà. La sagesse du prophète, de l'homme de Dieu, a voulu qu'elle lui presse au moins les oreilles, qui sont devenues quoi? Une séparation entre la femme et l'homme, qui est toujours pratiquée par tout le monde. Ça fait l'ornement, la beauté même de la femme. Et le côté néfaste, qui a été emprunté par certains ignorants qui n'ont pas compris la cause pour laquelle et qui pratiquent ça maintenant. Puisque la majorité des gens pensent que l'excision, c'est une pratique religieuse, musulmane, à savoir,
ben, je voulais savoir quels sont les avantages en fait et les inconvénients. Bref, comme j'ai dit que ça ne vient pas de la religion musulmane, pour nous musulmans, nous n'allons pas notifier ou nous n'avons pas vu davantage pour ces genres de pratiques. Mais néanmoins, ces communautés qui pratiquent cela, c'est-à-dire tiennent des prétextes que ça leur permet de diminuer au moins la sensibilité de la femme vis-à-vis de son époux, c'est-à-dire, et ça permet à la femme de rester au foyer. Quand on a diminué au moins ses sensibilités, ça ne leur permet pas de voir ailleurs en dehors de son foyer. C'est une façon de Voilà, c'est une façon d'éviter ce que c'est que, en tant que tel, ce qu'est l'adultère. Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Entre-temps, l'homme a le droit d'aller se balader. Voilà, c'est ce qu'on va tous essayer de voir ce qui se passe. L'excision peut-elle considérée comme un phénomène culturel? L'excision, c'est un fait culturel par excellence. Toutes les définitions qui ont été explorées tout à l'heure montrent bien que l'excision appartient à une société, ou c'est une pratique d'une société. L'excision vise aussi des objectifs et des fins. L'imam l'a dit, c'est pour éviter que la femme mette les pieds dehors, c'est-à-dire commettre l'adultère. Mais aussi pour la jeune fille, parce que l'excision c'est de 0 à 15 ans, mais elle se pratique aussi pour les femmes adultes au-delà de 15 ans. Et selon certaines sources, ça se pratiquait au Moyen-Âge, surtout avec les femmes des soldats. Lorsque les soldats vont en guerre, il faut qu'ils reviennent trouver leurs femmes toujours comme ça. Et donc, il faut faire une ablation d'une partie pour que la douleur les pousse à rester très longtemps au foyer pour ne pas mettre les pieds dehors. Un fait culturel, l'autre objectif, ça permet à la jeune fille de garder sa dignité. Et lorsque nous prenons les peuples qui pratiquent l'excision, ces peuples visent également l'objectif de conserver leur identité sociale. C'est-à-dire que lorsque j'appartiens à un peuple qui pratique l'excision, au Togo, c'est souvent les thèmes, la préture de Tchaoudjo, Tchamba, etc. Je ne peux aller que chez un homme qui est musulman. Donc là, il y a un itinéraire un peu culturel. Après cela, il faut ajouter aussi le fait que l'excision est une réponse à des problèmes, tous les problèmes que je viens de citer, mais j'ajoute aussi les problèmes économiques, parce que c'est de l'argent pour les exciseuses. Voilà. Et c'est un mot qui plus est, le fait culturel se justifie par le fait que c'est un mot féminisé. On parle très peu d'exciseurs, mais d'exciseuses. Donc on retrouve toutes les caractéristiques d'un fait culturel dans la pratique de l'excision. C'est un fait même dans les communautés où elle se pratique, ça s'impose. C'est une contrainte. Ça vient de l'extérieur et vous êtes obligé de vous y plier. Voilà. Alors, Madame Pouchon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, moi, je vais vous parler des traumatismes, si vous voulez bien, parce qu'il y en a de nombreux. Donc le premier traumatisme, il est physiologique, à savoir qu'effectivement, la femme, la jeune fille, l'adolescente, la femme, va se sentir mutilée, dévalorisée, avec une image d'elle-même qui est presque handicapée. Il y a également un traumatisme familial qui rapidement permet à la jeune fille de perdre la confiance en sa mère. En sa mère? Oui, puisque c'est pratiquement la mère et tout le monde féminin qui organise une fête pour l'excision de la petite fille dès l'âge, dans les plus jeunes âges, à partir de 5 ans.
Donc, imaginez-vous la blessure de trahison et les difficultés que ça peut engendrer de voir finalement se voir partir pour faire une fête familiale, voire même au-delà, ethnique presque, et puis de subir une mutilation sexuelle. L'image du corps en prend vraiment un coup, et l'image de la maman, qui est normalement un facteur d'amour, hein, de pilier de la famille, là, il y a un gros problème, et il y a vraiment un rapport mère-fille qui s'installe avec un isolement. Après, vous allez avoir également des problèmes de contact. C'est-à-dire que la petite fille, l'adolescente, la femme, va avoir peur. Elle va avoir peur de qui? Elle va avoir peur principalement de son entourage proche, qui lui a fait subir ce phénomène, mais aussi ensuite, par la suite, du jeune homme et de son futur compagnon amoureux, voire de l'homme en général. D'accord ? Ça génère des problèmes psychosomatiques importants, c'est-à-dire que le corps a une mémoire. C'est très douloureux, l'excision, il faut le savoir. Je l'ai jamais fait. Moi non plus. Mais en cela, le corps parle. Et donc, il y a des problèmes physiologiques avec des vaginites à répétition, des infections urinaires également. Et puis, il peut y avoir aussi jusqu'à des problèmes d'allergie et de contact. Voilà. Là, parlant des infections, je vais poser la question au docteur. Oui. Est-ce que vous avez des cas comme ça et qui viennent chez vous avec des complications et si c'est vrai, et si c'est oui, à quelle tranche d'âge sont ces filles-là qui sont mutilées? Ok, merci. Je vais dire que dans ma pratique, ici au Togo, je n'en rencontre pas beaucoup. Mais j'ai eu la chance de résider longtemps dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, je tairai le nom, où l'excision est largement pratiquée. Et donc, on va dire 9 ou 10 femmes sur 10 dans la société sont excisées. Et donc, les complications, j'en ai rencontré, et c'est à tout âge, soit des complications immédiates liées à l'acte même, des complications précoces, des complications tardives. Donc des jeunes filles, des petites filles qu'on vous amène parce qu'elle fait une rétention aiguë d'urine ou à la suite de l'excision, elle a une hémorragie qui est cataclysmique et donc elle entre dans un état de choc. Ou soit, vous savez bien que dans ces cultures ou dans ces milieux, l'excision se pratique comme un rituel. Et donc les jeunes filles sont regroupées et donc excisées en groupe, avec les mêmes instruments qui, vous comprenez bien, ne sont pas stérilisés, donc risque d'infection. Et donc ces jeunes filles peuvent arriver avec des complications à type d'infection aussi. Mais des complications tardives, c'est des femmes qui ont, en tout cas, la forme la plus extrême de l'excision, qui est l'infibulation. Donc tout l'orifice vaginal qui est obstrué, en dehors d'un tout petit pertuis qui laisse écouler par moment les menstrues ou les règles ou les urines. Et donc, cette femme qui, pendant l'accouchement, va voir la tête retenue à la vulve, ou des fois dans les suites du mariage qui va vous arriver catastrophée ou en tout cas complètement perturbée parce que justement, elle n'arrive pas à accomplir son devoir conjugal. Mais ce que moi je veux savoir, ces filles-là sont accompagnées de leur maman, de leur mari, de leur grand-mère qui les a mutilées, sont accompagnées de qui? En général, je viens de décrire plusieurs situations. Oui. Quand vous recevez une petite fille de 5 ans, c'est souvent avec ses parents, sa maman ou des proches de la famille. Quand vous recevez une femme d'un certain âge qui est en couche, bon, en général, c'est soit la belle-mère, soit c'est son mari. Ou quand vous recevez une jeune fille qui vient d'être mariée, c'est accompagné le plus souvent de la belle-mère ou du mari. En général, c'est des situations comme ça. Je vais poser la question à mon imam. Alors, est-ce que ces filles-là, je ne sais pas si c'est à vous, mais je vais quand même poser la question,
elles arrivent à être épanouies dans leur foyer, disons avec leur mari? Est-ce qu'elles ont le même plaisir sexuel que vous? Merci beaucoup. Effectivement, comme nous parlons de la mutation, une partie qui fait jouir la femme, vous-même vous voyez comment elle serait en face de son mari. Donc rien du tout. Voilà. Elle est comme un bois. Voilà. Cela amène des problèmes. Mais quels sont ces problèmes? Si dans mariage, il s'avère que le mari aussi accepte ces genres de pratiques ou est informé de ces genres de pratiques, peut-être c'est la chance pour elle, ça passe. Ou soit très tôt, c'est le divorce que nous avons à régler de bout en bout. Soit quelquefois, c'est à long terme, il me semble que je suis en train de chipper un peu la réponse que devrait donner le gynécologue pour vous faire mention, parce que cela nous retourne après les constances des gynécologues, que ces genres d'infections avoisinent des kystes ou voire même des fibromes et voire les trompes bouchées qui ne permettent pas à la jeune fille de concevoir. Et vous-même, vous savez, c'est l'enfant qui fait la joie vraiment de la famille, d'un couple marié. Donc si on résume... On résume en bref, ça n'a pas vraiment d'avantage. C'est seulement des effets néfastes que cela engendre. Ok, ben si on résume bien, vous n'êtes pas d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord pour ça, puisque je vous ai dit au premier abord que ça ne vient pas de la religion. Ce n'est pas un fait musulman. Donc l'excision, c'est mauvais. L'excision est mauvaise, vraiment. D'accord. Donc, oui, docteur, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que l'imam venait de dire? Mais tout ce que l'imam a dit, il y a beaucoup de parts de vérité. Et quand on évoque l'excision, ce que je voudrais compléter, c'est est-ce que ça fait la joie des couples? Ce que je sais, c'est que les communautés qui pratiquent l'excision, lorsque vous les écoutez un peu, quand un garçon va vers une fille qui n'est pas excisée, je crois que lorsque l'entourage va dire, mais toi tu vas vers cette fille, ça veut dire que normalement la règle, c'est d'aller vers une fille excisée. Voilà. Donc, je trouve que c'est des peuples qui ont intériorisé cette pratique. Et quelque part, on a eu des comparaisons. Hein. Si le garçon il est circoncis, pourquoi ne pas exciser la femme? Donc, il y a ces comparaisons. On a toujours tenté de dire, mais la femme et l'autre souffrent déjà 4 jours dans le mois et parfois un jour après 9 mois de grossesse, donc l'accouchement. Donc il ne faut plus ajouter de la douleur à la femme. Voilà. Alors, oui, docteur. Je voudrais rebondir un peu sur la réponse du docteur en disant que effectivement il y a des complications, mais pour un certain nombre, ces complications sont difficiles à évaluer. C'est comme les complications psychosomatiques dont on parle. C'est difficile à évaluer de façon scientifique, mais le corps humain garde une mémoire de la douleur, garde une mémoire des événements. Et puis autre chose, il y a des complications que l'on n'a pas de façon directe. Chaque fois que le corps prend une cicatrice, je veux dire physique, nos tissus perdent en élasticité. Et donc imaginez que la vulve qui n'a pas d'élasticité pour un acte qui a besoin d'élasticité. Donc vous comprenez que manifestement il y aura de la douleur, que ce soit exprimé ou non, il y aura de la douleur. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de complications qui sont difficiles à mesurer, difficiles à évaluer, mais aussi des travaux ont été réalisés qui montrent, comme mon collègue vient de le dire, c'est d'abord l'acceptation de la chose. Une fois qu'on a fait le pas d'accepter la pratique, parce qu'on est dans un milieu qui le pratique, le reste est plus ou moins la part difficile à faire. La part de choses est difficile. Les femmes, certaines ne se plaignent pas. Ah oui? Ne se plaignent pas, mais aussi celles qui se plaignent, on ne peut pas imputer cette non-satisfaction forcément à l'excision. Mais on sait que ça y participe quelque part.
Ce qu'on peut ajouter, toujours dans le même sillage, c'est que c'est une pratique qui, dans le fait, n'intéresse pas la femme. Mais lorsqu'elle se retrouve dans la société maintenant, ça fait son honneur. Vous voyez, dans les sociétés françaises du 16e, 17e siècle, il y avait tellement l'honneur. Quand vous lisez le Cid de Corneille, vous verrez, l'honneur a été privilégié. Mais dans nos communautés en Afrique, il y a la dignité. Donc une femme ou une jeune fille qui est mutilée, vous voyez, on s'est mis d'accord ici que elle ne va plus sortir dehors, ne va plus commettre de l'adultère, ne va pas commettre le rapport sexuel précoce. Et donc, pourquoi c'est en milieu musulman? Vous voyez, quand les musulmans se marient et que c'est une fille vierge, c'est de la satisfaction, c'est de la jouissance, c'est de l'honneur pour la famille de la femme. Et donc, je crois que cet honneur a contribué à généraliser la chose et à le perpétuer jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a la douleur dedans. Alors moi, je voudrais réagir un petit peu sur vos propos. Je veux bien éventuellement avoir l'ouverture d'esprit de penser que une mutilation sexuelle peut être apparentée à une dignité de la femme, même si c'est un peu difficile pour moi quand même d'entendre ça. Je peux vous assurer que quand moi je reçois mes patientes, jeunes, adolescentes ou même plus âgées dans mon cabinet, on ne parle plus de dignité, mais de souffrance atroce, intérieure, profonde, où on a eu l'impression véritablement qu'on est devenu comme un corps-objet, c'est-à-dire qu'on a décidé à notre place qu'il y a cette notion qui n'est pas toujours comprise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de pourquoi se sacrifier, au nom de quelle pratique, au nom de quel rituel, au nom de quelle tradition. Ce n'est pas toujours compris. Ce n'est pas toujours compris comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Et c'est très difficile pour la femme de avancer dans la vie où elle va se sentir avoir une perte de confiance énorme de soi, une difficulté dans le choix justement du partenaire amoureux qui, il faut l'espérer pour elle, soit compréhensif, soit adéquat et soit aimant également pour pouvoir comprendre justement les difficultés qu'elle va rencontrer dans la relation sexuelle, puisque parlons quand même de la sexualité de la femme où là, elle va être extrêmement handicapée, entre guillemets, dans son plaisir et son désir sexuel. À partir de là, où est la place de cette sexualité, cet acte sacré de relation, de corps à corps, de âme à âme entre deux individus, plutôt qu'un acte qui est beaucoup plus instinctif, voire animal, puisque nous n'avons même pas accès au plaisir ou au désir en tant que femme excisée. Donc je voulais un petit peu intervenir là-dessus. Voilà. Et puis surtout aussi, vous dire aussi qu'il y a une grande blessure, non seulement de trahison et de rejet, chez la femme, qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, mais s'ensuit l'isolement. Et il n'est pas rare de voir des jeunes filles, petites, adolescentes ou des femmes, qui s'isolent avec ce problème-là et qui n'arrivent pas à en parler. Et on a eu des témoignages tout à l'heure sur l'écran, c'est une blessure. Je voudrais toujours confirmer que c'est une blessure, mais ce que je relève ici, c'est nous sommes à deux niveaux différents du phénomène. Il y a les parents qui amènent l'enfant ou la fille pour être excisée. Il y a la fille qui sent la douleur. Alors, la dignité, la fierté, c'est de quel côté? C'est du côté des parents qui ont amené leur fille pour qu'elle soit excisée. Je précise que la fille elle-même sent la douleur. Mais après, lorsque cette douleur l'a marquée et qu'elle ne s'est plus donnée à l'acte sexuel jusqu'au mariage, ça fait plutôt la fierté des parents et non des victimes. Voilà. Ce que je voudrais également préciser, on peut faire un peu une comparaison avec la circoncision. Lorsque vous amenez votre petit garçon pour être circoncis, vous voyez, il sent de la douleur, etc. Quand l'acte est posé, vous-même voyez le sang couler, vous pouvez même pleurer en tant que parent. Mais après,
c'est de la joie pour les parents parce que vous avez rendu votre garçon homme. Et lui-même en sera très fier après. Mais le cas contraire ici, c'est que la jeune fille, elle est très marquée toute sa vie. Avec tout ce que vous avez dit, le plaisir sexuel, ce n'est pas au top. Voilà, mais ça fait toujours de la joie pour les parents. Oui, mais il s'agit oui, vraiment ça des fait parents toujours de la et pas de joie. l'individu. Non, pas de l'individu. Voilà. C'est ça la différence Donc, à relever. c'est quand même très Je culturel pense et que- très familial. Et Je ce sont pense ses parents. effectivement aller aborder dans le même sens de notre sociologue concernant effectivement l'excision d'un petit garçon. Oui. Cela vraiment est dans l'islam. Et ça se trouve appuyé dans les hadiths. En cela, on nous ordonne même de le faire 7 jours, c'est-à-dire le jour de baptême de l'enfant, pour voir retarder ça un peu, mais que ça ne soit pas trop. Puisque si nous remontons, Abraham, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, lui-même l'a fait quand il avait 80 ans. Voilà. Donc, de ce genre de pratiques, pour vraiment, c'est-à-dire côté homme, ben, c'est une joie après. D'accord, merci beaucoup. Ben, on va faire une courte pause pour ensemble regarder un élément et on revient tout juste après. Alors, l'Église ne parle pas, à strictement parler, de l'excision. Mais au début de l'Église, il y a eu un conflit très fort entre Pierre et Paul sur le problème de la circoncision. Et finalement, c'est le même problème. La circoncision, chez les Juifs, c'était un signe d'appartenance au peuple juif. Et c'est Dieu même qui avait demandé à ce signe-là. C'est pour ça que c'était un signe très fort. Le Christ venait nous libérer de nos traditions, de nos coutumes, et que ce n'était plus une circoncision dans la chair, mais dans le cœur. Et que maintenant, il ne s'agit plus d'avoir des marques dans sa chair, mais vivre la charité. La circoncision, c'était pour le peuple juif, mais même l'excision n'a jamais existé dans le peuple juif. Donc la Bible ne parle pas de cela. Et dans la tradition chrétienne, on n'a jamais demandé aux femmes cette pratique. En Afrique, c'est une tradition, mais qui n'est pas une tradition religieuse. Donc, on n'est pas obligé de la faire. Voilà, c'est quelque chose de coutumier, mais si une famille décide de ne pas la faire, ça n'a rien à voir avec notre salut. Mais par exemple, nous, occidentaux, ne sommes pas circoncis. En Occident, ce sont les Juifs qui sont circoncis. C'est pour ça qu'on les reconnaissait comme cela. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Maintenant, on va passer le micro pour les questions. Je suis sûr que vous avez plein de questions à nous poser, à poser aux gens sur le plateau. Donc, il y a un micro qui va passer parmi vous et on veut des questions et comme ça, on va vous donner des réponses. Dans le film de Sherifa de Stephen Aff, déjà, le Sénat, ça parlait de l'excision. Et nous avons vu beaucoup de problèmes que la fille a rencontrés dans sa vie. J'aimerais poser cette question à notre docteur. Quelles sont les conséquences que ça peut causer? Et après tout, une fille qui a été concise, si elle vient vers vous, quels sont les remèdes que vous pouvez lui donner? Je vais reformuler la question. Je reçois une patiente âgée de 25 ans qui est excisée, n'est-ce pas? Elle vient, qu'est-ce que je lui fais? À cet âge, l'excision a eu le temps de cicatriser, elle a eu le temps de grandir. Peut-être qu'elle a eu le temps de commencer sa vie sexuelle. La question qu'on lui pose, mais c'est comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie sexuelle? Donc c'est à partir des difficultés qu'elle nous rapporte que nous prodiguons des conseils. Dans le cas classique, ce qui est plus répandu, c'est l'excision porte sur le clitoris et les petites lèvres, souvent. Et on ne fait pas grand-chose, sauf à l'approche ou au moment de l'accouchement, on s'attend à ce qu'on ait des difficultés à l'expulsion de la tête du fœtus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc cette femme aura une vie sexuelle, elle aura des difficultés que nous allons essayer de corriger en fonction des besoins qu'elle exprime. Et à l'accouchement, si d'aventure elle tombe enceinte et qu'elle doit accoucher, nous, en tant qu'obstétriciens, on s'attend à des difficultés. Je disais tantôt que le périnée, la vulve va perdre en élasticité. Et donc, quand la tête du bébé va chercher à sortir, vous comprenez bien qu'il y aura une rétention de cette tête et donc il faudra pratiquer des gestes
pour élargir l'orifice, pour permettre au bébé de sortir sans difficulté. Malheureusement, quand vous n'agissez pas vite, on peut aller vers des complications graves. Le périnée qui se rompt, vous avez des déchirures qui sont graves, qui atteignent en haut l'urètre, qui atteignent en arrière le sphincter anal. Donc, cette femme, après, aura des difficultés à contenir ses selles, aura des difficultés à contenir les urines. Donc, voilà quelques complications qu'on peut avoir. Voilà. Et une autre question, bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des précautions en ce qui concerne les lois pour que ces pratiques arrêtent, que dans certains coins, ça continue? Merci. À ma connaissance, les tests togolais ne condamnent pas l'excision. Ils n'ont pas trop fait cas, mais ça n'engage que moi-même. Mais ce que je sais, c'est une pratique qui est renvoyée dans la société civile. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui au Togo qui luttent contre l'excision. Mais étant donné que c'est une pratique culturelle, une tradition, il y a toujours des poches où vraiment ça se pratique encore. Pour compléter vos propos, l'expérience française, effectivement, puisque je suis française, en France, l'excision qui est pratiquée par toute la diaspora et tous les Africains ou les Asiatiques ou les personnes qui viennent de l'Inde, si c'est sur le territoire français, il n'y a pas de loi particulière pour interdire et condamner l'excision. Par contre, il y a des lois qui emmènent au pénal les personnes qui mutilent les enfants. Les enfants, les droits des enfants sont extrêmement protégés, hein, les enfants sont protégés. Donc, il y a des lois qui condamnent la mutilation envers les enfants, les jeunes adolescents et les individus en règle générale. Donc, à partir de là, effectivement, sous la loi française, la personne sera condamnée si il y a connaissance au lieu de la loi de ce genre de choses. D'autres questions? Ma question va au psychologue. J'aimerais savoir si, pour une femme excisée, en venant voir une psychologue ou un psychologue, quel est le résultat qu'elle peut attendre à la fin des séances? Merci beaucoup, parce que c'est une question effectivement très très importante et qui va me permettre de un petit peu vous expliquer la thérapie que je mets en place par rapport à ces femmes, mais aussi ces petits-enfants, ces petites filles ou ces adolescentes. Donc, les thérapies sont assez larges. Il faut savoir qu'en face de moi, j'ai soit une enfant, une adolescente ou une femme qui a perdu confiance en elle, qui ne trouve plus sa place au sein de la famille, quelquefois, puisque je vous ai parlé d'isolement tout à l'heure, qui a vraiment des blessures de trahison, qui se sent rejetée, et qui ne trouve plus, quelquefois, pour la jeune fille ou même la femme, sa place au sein de la famille, au sein peut-être du couple, ou au sein plus largement de la vie en général. Elle a un problème identitaire, un problème de place, et elle n'a pas compris le sens de cette tradition ou de ce rituel. Donc, ce qui est très important surtout, c'est qu'il faut tout d'abord inciter la patiente à trouver les mots pour le dire. C'est extrêmement important que pour moi qui pratique une thérapie par la parole, la personne puisse exactement relater la vérité, les faits, ce qui s'est passé concrètement, quelle est la mémoire de ce qui s'est passé, et qu'on puisse réellement en parler avec toute confiance dans la reconnaissance de la souffrance, et peut-être physique, et peut-être psychologique de la patiente. Qu'elle se sente bien sécurisée, entendue et reconnue dans sa souffrance et dans ses traumatismes. Après, il y a beaucoup de techniques que je pratique moi-même. Bon, comme on a dit que effectivement c'est un trauma grave au sein de l'individu, de l'être, de la femme.
on peut pratiquer le MDR, qui est une pratique qui vient d'une psychologue américaine, qui consiste à des exercices de mouvement oculaire qui permettent de décristalliser le traumatisme. Donc ça, c'est une des techniques. Il y a la technique de la parole, ça je vous l'ai expliqué, hein, c'est très important de faire verbaliser pour pouvoir extérioriser et non pas intérioriser les difficultés. Il y a des techniques de relaxation. Moi-même, je pratique également pour aller un petit peu plus loin dans l'inconscient de la personne des rêves éveillés dirigés, c'est-à-dire que là, on fait appel à des techniques où on va aller chercher dans l'inconscient de la personne ce qui a été traumatisé, quelles sont les blessures et comment on peut intervenir au niveau archétypal avec ce genre de pratique. Bon, l'interprétation des rêves nous donne aussi beaucoup de renseignements puisque Jung disait que c'était la voie royale de l'inconscient, donc moi je travaille aussi dans ce domaine. Et puis en ce qui concerne les enfants, puisque c'est, je dirais, souhaitable pour une petite fille excisée qui qui a des troubles du comportement. Hein. Souvent, les enfants viennent à mon cabinet parce qu'au départ, ils ont généré des troubles de comportement. Donc, en dehors de l'excision, mais qui ont un rapport justement avec ce traumatisme de l'excision, eh bien, la petite fille qui va venir me voir, je vais travailler principalement avec l'interprétation des dessins. Je travaille en globalité, vous l'avez compris, avec le corps, l'esprit, c'est-à-dire la pensée, et aussi l'âme. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ces malades-là obtiennent. Est-ce qu'ils arrivent à être satisfaits? Alors, il y a des possibilités, effectivement, de s'en sortir. Parce que moi, le but d'accompagner et de guider la personne souffrante comme ça, c'est bien sûr un mieux-être. D'accord ? Donc, je les écoute, je les sécurise. Ce que je trouve très très important, c'est que la personne, la femme, la jeune fille, l'individu féminin, d'abord soit dans la compréhension de ce qui s'est passé. C'est extrêmement important de bien avoir compris ce qui s'est passé. Parce que, au départ, on ne fait pas ça pour faire du mal. C'est principalement le monde féminin qui intervient auprès du corps de la petite fille, ou de l'adolescente, ou même de la femme. Donc, qu'il y ait un dialogue aussi entre mère-fille pour comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a voulu faire passer dans ces messages-là. Donc, au départ, vraiment la compréhension de cet acte. Pourquoi on a été mutilé? Ensuite, va passer une étape supplémentaire qui n'est pas simple, mais on y arrive. C'est l'acceptation. C'est extrêmement important. Après, on va passer par une troisième étape qui va être très importante, c'est si on est vraiment dans des traumatismes et des souffrances importantes et qu'on est vraiment bloqué avec ça, eh bien, ça va être une démarche de pardon et qui va être facilitée, bien sûr, si on a la foi ou une certaine spiritualité. On va tirer beaucoup la personne vers le haut, bien évidemment, en expliquant que l'excision n'est pas une fatalité en soi. Parce que vous savez, bien sûr, tous ici, que nous vivons bien d'autres drames au niveau de l'humanité. Un corps handicapé, avec un accident ou autre, une maladie, eh bien, on essaie d'aller outre, de trouver une autre ressource en soi. Je réponds toujours à votre question, monsieur, mon domaine est véritablement de trouver d'abord, d'inciter la femme à trouver d'autres zones érogènes pour qu'elle puisse trouver son plaisir sexuel et ensuite, eh bien, de lui donner la possibilité de transformer cette souffrance en force intérieure soit pour combattre et véritablement avoir un certain volontarisme, soit pour une cause, alors ça peut être une autre cause que l'excision, hein, mais trouver en soi la force de continuer à vivre et de retrouver la joie, l'amour, ou aussi d'être dans l'aide à la personne, parce que ça aussi, ça nous nourrit beaucoup. On reçoit, on aide, on reçoit, on donne.
Mon fils me disait, à l'âge de 12 ans, après un traumatisme familial important que j'avais vécu avec lui en famille, m'avait dit quelque chose de très important. Il avait 12 ans. On devient sauvé quand on est sauveur. Donc, c'est très important de pouvoir trouver cette ressource en soi, vraiment, pour pouvoir passer à autre chose et ne pas rester bloqué dans ce phénomène qui nous fait souffrir. Très bien. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour pallier ce problème qui détruit nos sœurs ou qui peut détruire nos futures femmes? Voilà, l'imam doit répondre à ça. Justement, comme je viens de vous dire que ça ne fait pas partie, ce n'est pas un fait religieux, les gens se sont attachés en croyant que c'était un fait religieux, c'est pourquoi ça a perduré, ça continue. Maintenant que tout le monde sait, c'est-à-dire s'aperçoit que ce n'est pas un fait religieux. Or, dans les faits religieux, qu'est-ce qu'on entend? On entend une rémunération. Et cette rémunération, c'est dans l'au-delà, auprès du Seigneur. Donc, quand toute personne sait que dans sa dévotion pour Allah, on n'a pas de rémunération puisque cela n'est pas dans les commandements du Seigneur, dans le Coran, ni venu par le messager de Dieu. Donc, on sait on commet des actes bénévolats, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérés. Donc, pour ça, on va passer à la conclusion. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on venait de dire? Et s'il y a des conseils à donner à ceux-là qui continuent à pratiquer? Non, par rapport à l'excision, en soi, je pense que le message est clair. Ça n'apporte rien du tout. C'est une mutilation, c'est un traumatisme que l'on fait à la femme. Et donc, cette pratique doit être abandonnée. Absolument. Complètement abandonnée, réprimée. Je pense que c'est vers la répression que nous devons aller. Et malheureusement, dans les pays où, je parle de certains pays où l'islam a récupéré cette pratique et l'a intégrée dans ses habitudes, je pense qu'il faut faire un travail sur le terrain, sur les leaders, pour les amener à dissocier ces pratiques de la religion et petit à petit changer les mentalités. Exactement. Notre imam. Faire les dévotions religieuses, suivre Allah, c'est effectivement suivre le Coran et les textes du prophète, c'est-à-dire les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que quand beaucoup vont comprendre cela, ils vont cesser cette pratique. Cette pratique-là. Voilà. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez et ça sera une conclusion? Oui, heureusement, l'intervenant a parlé de palliatif. À mon avis, on ne va pas totalement éradiquer cette pratique parce que c'est une culture, elle est têtue. Mais on va essayer de la réduire au maximum. Selon les statistiques de FNUAP, du Fonds des Nations Unies pour la population, il y a encore 30 millions de jeunes filles excisées par an. Voilà. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ouais. Et donc, ce qui se fait sur le terrain doit être accru au niveau des ONG. Je crois qu'au Togo, il y a GF2D qui fait beaucoup de choses. C'est à amplifier. Maintenant, il faut agir aussi sur les exciseuses. Entre-temps, il y avait un projet qui a demandé à ce qu'on remplace ce métier pour elles, parce que c'est un métier qui leur donne de l'argent. Il faut trouver un métier compensatoire. Ça doit être fait. Et maintenant, on peut aller vers la répression pour espérer quand même ralentir ça un peu. Exactement, merci. Oui, Moi, je dirais, merci. Moi, je dirais que il faut briser le tabou, très important. Nous sommes là aujourd'hui pour ça, et vraiment, soyez remerciés. Merci également à tous mes collègues autour de moi sur le plateau et tous les gens qui sont là ici aujourd'hui et qui écoutent. Plus nous ferons de l'information, plus nous ferons de la prévention, plus nous irons sur le terrain, expliquer le pourquoi du comment et évidemment tout ce qui vient de se passer sur le plateau, tout ce que nous avons pu dire, eh bien, nous éviterons des souffrances pour la jeune fille et surtout la femme
et l'être de demain, puisque de toute façon, les jeunes filles aujourd'hui excisées sont des femmes de demain. C'est-à-dire, pour l'humanité, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons des corps mutilés? Est-ce que nous allons aller vers plutôt une liberté et un meilleur vivre ensemble avec une sexualité harmonieuse, comprise, respectée? Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'accepter notre invitation. La première partie de cette émission est terminée. Sous vos applaudissements, on va accompagner les invités. Maintenant, on va entamer la deuxième partie de ce Karim Show, le show qui défend la femme. Aujourd'hui, on va vous présenter un réalisateur, un jeune garçon. Il est également le réalisateur de Karim Show. Il s'appelle Steven Aff. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Steven Aff. Voilà le beau garçon que je cherche à vous vendre ce soir, cet après-midi. C'est lui le réalisateur de Karim Show. Il a également réalisé un film concernant l'excision, donc il va nous expliquer ce soir. Merci pour l'opportunité et puis merci encore pour cet après-midi ou pour ce soir. Steven Aff, vous êtes réalisateur de Karim Show. Vous avez également réalisé un film concernant l'excision. C'est pour cela qu'on vous invite ce soir, pour que vous puissiez nous dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à autre chose et que à ça vous aviez pensé et c'est ce film-là que vous avez réalisé concernant l'excision. Merci. En fait, le film Sherifa, c'est un scénario qui est basé sur une histoire vraie. C'est l'histoire d'une personne qui a un vécu et qui a décidé de faire connaître son histoire pour des raisons qu'on dira plus tard. Et c'est ça qui est à la base de ce projet Sherifa. C'est quoi un réalisateur et comment vous êtes arrivé là? Bon, je peux dire un réalisateur, c'est un directeur technique et artistique d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique. Pour devenir réalisateur, il y a des écoles qui proposent des formations au métier du cinéma et de la réalisation. Et après, la majorité aussi, c'est un talent d'abord. Il faut un talent, il faut une volonté, et puis il faut travailler, il faut faire des recherches. Et maintenant, moi, comment je suis devenu réalisateur, je peux dire, c'est d'abord une passion, comme je peux le dire aussi en anglais, on a l'habitude de dire « born to do it ». Ben, je ne savais pas qu'il parlait anglais aussi, mon réalisateur. Comme je l'ai dit au début, pourquoi vous avez choisi ce terme pour réaliser ce film-là sur Sherifa? Sherifa, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu des événements dont le plus marquant est l'excision. Parce que l'excision, pourquoi le plus marquant? Parce qu'elle va déterminer la suite de sa vie. Elle a été excisée déjà dès l'enfance et venant d'une communauté donnée, il y a d'autres pratiques. Moi je dis aussi, on parle de l'excision, mais il y a des pratiques plus graves, la déscolarisation par exemple. Donc il y a des événements qui vont la précipiter dans un futur quand même scandaleux, pour ne pas dire une vie faite de beaucoup de blessures. Et donc cette personne a été excisée et les conséquences seront multiples, mais elle va tomber dans la prostitution et puis ça va laisser des blessures sur toute sa vie. Et donc, c'est cette personne qui a décidé qu'on raconte cette histoire pour que les voix puissent se lever encore plus haut pour qu'on puisse lutter contre ce fléau qui est l'excision. Pour Karim Show, je veux quand même inviter le public à découvrir un extrait de ce film. J'ai été excisée. J'avais presque 8 ans. Je n'étais qu'une gamine, mais je ne voulais pas.
Alors ce film est maintenant joué sur les Canal+, n'est-ce pas? Oui, en fait, Sherifa on a eu la chance quand même que l'histoire, le travail technique et artistique qu'il a accompagné, qui a été fait derrière, a quand même permis que le film soit apprécié. Oui. Le film soit apprécié. C'est encore l'occasion pour moi de dire merci au public togolais qui m'a témoigné son soutien lors de la projection publique. On ne s'attendait pas à ce que les gens puissent soutenir une œuvre cinématographique au Togo. Et donc, ça a été apprécié déjà localement. C'était déjà un point. Avant d'être accepté par le plus grand réseau de diffusion de contenu francophone qui est Canal+, et Afrique et Canal 7. Donc ça a été diffusé, ça a été largement diffusé et ça a permis que ce soit au Togo ou dans d'autres pays que les gens puissent découvrir le film. À part ça aussi, on a participé à des festivals où aussi on a eu l'occasion de montrer ce qu'on a pu faire, mais au-delà de se féliciter du travail technique et artistique, c'est plutôt l'histoire qui intéresse, qui a marqué surtout les gens et que on se demande quand même si ces choses existent et est-ce qu'elles doivent encore exister. C'est toutes ces questions qui ont sous-tendu ce projet. Ouais, ça existe encore et on est en train de se battre pour que ça s'arrête. Alors, Steven Aff, voilà, si vous cherchez un réalisateur, je vous le conseille, il est bon. Il est ce qu'il est, mais il est très bon. C'est important, vous savez, qu'être réalisateur, c'est aussi pouvoir dire oui et non, pouvoir accepter et comprendre, mais pouvoir aussi se fier à son intuition, à ce qu'on croit, mais tout en ayant un seul objectif, c'est que le public puisse apprécier ce qui est fait et que, en tant que collaborateur, vous arrivez à des fins, à des dénouements positifs et que vos projets puissent aboutir en fait. Donc, cher public, je vous le conseille, si vous avez des projets, voilà un monsieur que vous pouvez contacter. Et si vous voulez le voir, touchez tout simplement Karine Shaw, je vais vous l'envoyer. Steven Aff, quel conseil as-tu à donner à des gens qui sont ici, qui veulent entendre ce que tu fais, par exemple, pour devenir réalisateur? Bon, je donnerai le conseil peut-être à tous les téléspectateurs, parce que je sais que Karine Shaw est un programme qui est suivi. N'importe où va, jusqu'où va LCF, en fait, c'est aussi l'occasion de dire merci à cette chaîne et de dire voilà tout ce qu'ils font pour la jeunesse. Maintenant, à tous ceux qui veulent devenir réalisateurs,
je pense que le premier conseil que moi je peux donner, c'est d'être endurant. C'est d'être endurant, c'est-à-dire c'est de persévérer parce que c'est un métier qui est difficile. Difficile parce que sur le plan social, il faut peut-être, c'est-à-dire ça t'amène à des conflits avec soi et avec les autres parce qu'il n'y a pas de disponibilité pour les autres. On est dans son bulle, comme on le dit. On est dans son univers parce qu'on croit à quelque chose. Et donc, moi, je dis d'abord, il faut être passionné. Il faut aimer ce métier. Il faut beaucoup de détermination, mais il faut aussi beaucoup de recherche et de culture. Tu es réalisateur, tu parleras de quoi? Il faut que tu sois un auteur avant tout. Il faut que tu sois un artiste avant tout. Il faut être un créateur. Mais aussi, c'est un métier aussi qui permet qu'on puisse défendre des idéologies. Donc, je pense qu'il faut juste apprendre beaucoup. Il faut s'investir. Il faut être cultivé, mais aussi maîtriser les techniques professionnelles du métier. Et je crois que tous ceux qui prendront ce chemin y arriveront avec beaucoup de courage. Oui. Merci d'être là. Avant d'éviter le couple qui a 6 ans d'expérience en mariage, on va suivre leur portrait, leur histoire, avant de les inviter. Suivez plutôt. Aussi longtemps que les sentiments existeront, les cœurs s'attireront pour faire naître l'amour. Monsieur et Madame Ayivi ne le démentiront pas. 1981, où j'étais enseignant à Bandi, dans la préfecture de Blita. C'est là où j'ai vu une jeune créature, celle-ci qui est à côté de moi. Je suis du sud, je suis arrivé là pour travailler, je revenais, puis elle était malade. Puis elle m'a tendu une ordonnance pour tout juste lui payer certains produits qu'elle ne trouvait pas sur place. Effectivement, je lui ai rendu ce service. Mais de temps en temps, je repassais voir si la maladie de celle-là qui m'a demandé les produits, si ça s'améliorait. Et mon cœur commençait pas à battre pour cette jeune créature. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Mais au premier abord, j'avais eu peur quand même de lui déclarer mes avances, parce que moi-même, je voyais que je n'étais pas très bien pour les avances aux filles. Je pensais qu'en lui disant ça, elle va m'insulter ou bien va me refouler. Et je lui ai fait les avances. Et c'est là où elle avait quand même... n'avait pas répondu directement. Mais c'est après qu'il y a eu quand même une réponse positive. C'est comme ça que ça avait commencé. C'est après le BPC. Puis le plus souvent, lui, il est à la correction à Scoré. Et il était le premier à savoir si j'ai réussi ou non. Il ne m'a rien dit. C'est après les résultats, il m'a remercié, mes félicitations. Alors, depuis ce temps-là, j'ai commencé à penser à ce qu'il m'a dit. Et quand le prêtre vient, il nous voit ensemble parce qu'il vient chez nous à Bandi. Quand je reviens du village, il nous voit ensemble. Il me pose la question si je ne peux pas rentrer dans l'enseignement pour qu'il nous mute ensemble. Là, il a demandé s'il peut aller voir papa pour que papa sache que je suis avec lui, pour qu'il amène ma dot. Et lorsque les gens sont appelés à vivre ensemble, peu importe les difficultés de départ, ils finissent par former un couple. Alors en ce temps, papa lui-même a déjà senti. Il m'a appelé, dit Anéhon, c'est loin par rapport à Bandi. Alors ce qu'il a dit, il dit que à Anéhon, non, il n'y a pas de nourriture là-bas pour que je puisse vivre comme lui, il m'a élevé. Alors il préférerait que je me marie au village. J'ai dit non, puisque nous sommes des jumelles, il a forcé la première jumelle à se marier au village. Moi, je ne vais pas accepter le mariage forcé. Donc, s'il insiste, je quitte le village et il ne me reverra plus. Là, il a dit, ah, ma fille, pardon.
tu peux faire tout ce que tu veux, mais à Ného, c'est très loin. Là, il m'a convoqué chez une cousine, que le foyer que la cousine vraiment a fondé, exemplaire. Malgré les péripéties de son foyer, elle n'a jamais quitté le foyer jusqu'à sa vie. Donc, celle-là n'a qu'à me parler, me convaincre. Et je suis arrivée, je disais à ma soeur que moi, je veux faire ce que mon cœur me dit. Alors, il a dit à papa que de me laisser faire. Vraiment, papa m'a laissé. Et Victorien, ses parents ont amené la dot. Après quelques temps, j'ai eu ma première grossesse que j'ai donnée des jumelles. Cependant, les considérations ethniques restent un débat récurrent qui remet parfois en question la formation des couples, surtout lorsque les amants proviennent des régions différentes. Ma belle-mère ne me voyait pas de bon oeil parce que je viens du Nord. Alors, il y a des gens qui venaient lui raconter de n'importe quoi. Tu as laissé ton fils aller jusqu'au Nord, celui qui ne parle pas, ceux-là vont le faire quoi. Quand je suis rentrée à la maison, chez moi à Gbandi, il y a ma soeur qui me posait la question de savoir comment est-ce que j'ai été accueillie à Anéhon. J'ai dit que ça n'a pas été facile, que mes belles familles disent que moi je suis du Nord. Comment le couple Aivi a-t-il réussi à surmonter un tel handicap? Cela me dit, est-ce que toi tu ne sais pas faire la cour à une belle-mère? Je dis, comment faire la cour à une bonne mère et une belle-mère? Tu vois, il y a des choses au village qui ne se trouvent pas à Anéhon. Mais imagine si tu amenais tout ça à ta belle-mère. Est-ce que ta belle-mère va penser que tu es du Nord, tu es de ceci? Et si son fils épousait une Adjélé ou bien une Aélé, Aélé va laisser sa mère lui apporter tout ceci? Donc fais la cour à ta belle-mère. Alors, chaque fin du mois, je fais 3, 4, 5 sacs que je pèse de Blita jusqu'à Anéhon. Alors c'est à partir de cela que ma belle-mère a commencé par m'aimer. On a eu des gens qui essayaient quand même de nous décourager compte tenu du clivage, peut-être parce qu'on n'est pas de la même région. Mais comme on a tenu bon, moi j'ai été vraiment très très satisfait. Parce qu'après tout, elle s'est sentie quand même accueillie. Parce que c'était pas facile. Et oui, cela s'appelle tout simplement le triomphe de l'amour. Depuis lors, M. Victorien et Mme Lydia essayent de maintenir le cap, même si l'enseignante de l'école primaire catholique Saint-Pierre et Paul d'Anéhon a un côté trop altruiste qui n'est tout de même pas un vilain défaut. Pour moi, il faut tout programmer. Et lorsque moi je fais ces petits calculs, Lydia se voit un peu exclue parce qu'elle est du moins spontanée, elle est sociale. Si vous venez lui raconter vos problèmes, elle n'est pas loin de prendre tout ce que vous avez à la maison pour donner. Le plus souvent, moi, si quelqu'un vient me narrer ses histoires, je dois le satisfaire. Même des fois, je prends même le reste de la famille pour aider les autres. C'est là que Victorien n'est pas d'accord avec moi. Après donc 26 ans de mariage et de vie commune, les natifs d'Anéhon et d'Agbandi sont heureux avec 3 garçons et une fille, tous étudiants à ce jour. Alors, ils sont dans la salle avec nous, monsieur et madame Aivi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, monsieur Aivi, comment vous allez? Très bien. Prenez place. Madame, vous ne pouvez pas savoir comment je vous apprécie. Prenez place. Merci, madame. Soyez-vous. Alors, vous êtes grave. Ça, c'est une femme. Elle dit, je quitte le village si tu continues à m'emmerder. N'est-ce pas? Ça, c'est la femme. Vous avez une femme exemplaire.
on a tout entendu. J'ai tout entendu. Moi, je ne sais même pas par où commencer. Décrivez un tout petit peu votre femme. Lydia est vraiment une femme que j'admire. Je la trouve toujours comme je l'avais trouvée dès le début. Wow. J'admire vraiment son caractère. Votre femme? Oui. 26 ans. 26 ans. Après 26 ans, vous admirez toujours son caractère? Je l'admire toujours parce que lorsque je suis seul, je me trouve vraiment amputé. Parce que vraiment, lorsqu'elle est à côté de moi, vous êtes complet. Je suis complet. Vous avez voilà. vu? Vous avez vu ça? Les hommes comme ça, je ne sais pas si ça existe encore. Ça... Combien d'hommes comme ça existent? Il y en a combien? Ah ben bravo alors, vous êtes formidable. Alors, madame, dites-moi un peu, c'est quoi le plat préféré de votre mari? Le plat préféré de mon mari, c'est du yakaeke. Du yakaeke? Oui. Vous êtes du Nord? Moi, je suis du Nord. Et comment vous avez appris à faire du yakaeke? Mais arrivé à Nehon, c'est ce que j'ai commencé par apprendre. Parce que vous voulez cet homme-là? Oui. Et qu'est-ce qui vous a appris ça? Sa mère? C'est sa mère. Ah, oh, bravo. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que souvent, la mère dit, mais elle vient me voler mon fils. Et pourquoi je veux lui apprendre à préparer ça? Moi, je ne lui apprends pas. Mais là, vous avez de la chance de trouver une belle-mère qui vous a appris à faire la nourriture préférée de son fils. Vous êtes de quelle religion, en fait? Religion catholique. Et monsieur? Je suis catholique aussi. Vous l'avez trouvé catholique ou c'est vous qui avez changé? Non, nous nous sommes trouvés catholiques. Ah, bravo. Merci. Alors, moi, ce que je veux vous demander, voilà, il y a plein de jeunes qui sont dans la salle, y compris les mariés. Hein. Vous avez fait 26 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que de nos jours, les gens n'arrivent même pas à rester 2 ans parce qu'il y a toujours des problèmes. Dites-nous un tout petit peu comment vous avez fait pour rester autant d'années et quels conseils avez-vous à donner aux hommes qui sont ici? Premièrement, il faut d'abord que, en tant qu'homme, qu'on soit vraiment décidé à savoir ce qu'on veut. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je sais très bien que ce n'est pas facile de trouver en même temps de tomber sur la femme qu'on veut. Mais une fois qu'on a décidé, il faut être fidèle à ce oui que j'ai dit. Donc, en étant fidèle à ce oui, là, ça me donne vraiment beaucoup de joie. Et ce qu'il faut aussi, lorsque nous sommes ensemble, nous avons le devoir de nous asseoir, la communication entre nous. Ça, c'est très important, car lorsque nous sommes là, on se piétine, mais quelque part, on se dit quand même avec, on se dit la franchise, on essaie quand même de dire ce qui n'est pas bien, et humblement, on accepte. On essaie quand même de voir ce qui est mauvais chez toi et ce qui est bien, nous l'acceptons. Et ce devoir de nous asseoir nous a vraiment aidés. Et cette fidélité-là. Et aussi, nous avons le pardon. Lorsqu'il y a un problème, humblement, nous essayons quand même de reconnaître. Ce n'est pas facile, mais une fois qu'on arrive à reconnaître et qu'on se pardonne mutuellement, nous arrivons quand même à reprendre. C'est ce que j'ai quand même à essayer quand même de demander aux autres qui sont avec nous. Mais il ne faut pas aussi oublier, du moins oublier la sexualité, qui est aussi un facteur très important. Lorsque je parle de sexualité, je ne suis pas tellement, je ne vais pas dire que c'est l'acte sexuel, mais la sexualité, le fait d'être ensemble, le fait de partager nos sentiments, tout ça, là, c'est ce que moi j'englobe dans la sexualité. Absolument. Et l'acte vient quand même couronner notre sexualité. Donc, en faisant tout cela, on essaie de faire vraiment route ensemble et nous sommes toujours là. Merci.
Ben voilà, le monsieur a tout dit. Quel conseil vous avez à donner aux filles qui sont là? Le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut que nos filles acceptent de souffrir un peu. Parce qu'au début, ça n'a pas été facile pour moi. C'est sûr. Un jour, j'avais décidé de partir laisser mes 2 enfants. Après, je disais quoi? Le fruit de mes entrailles, je vais mourir avec eux. Alors, je suis restée. Là, tout ce que les autres disaient, je n'entendais pas, je bouchais mes oreilles. Puisque ça ne vient pas de mon mari, c'est les autres, ça ne m'engage pas. C'est le mari qui a le dernier mot. Alors, je faisais ce qu'il demandait de faire et ensemble, nous cheminons, nous partageons nos peines et nos joies. Ensemble, nous éduquons nos enfants. Des fois, si je ne suis pas là, il lave les enfants, les fait manger avant que je n'arrive. Alors, avec ça, il m'a aidé à beaucoup faire. Alors, je conseille à mes jeunes filles que si un homme se donne comme ça, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut dire « Viens laver mes assiettes, viens laver ceci, viens laver ceci ». C'est avec amour qu'il a fait. Alors, il faut se soumettre à cette personne. Voilà. Et l'aimer plus. Quand il est fatigué, toi, tu es la première à sentir que « Ah, mon mari est fatigué. Ah, mon mari veut ceci. » Et tu le sers à temps. Et s'il te dit quelque chose, fais-le. Surtout l'accompagner. Vous, les filles, vous êtes tendées là. Depuis que je suis avec Victorien, je n'ai pas de compagne. C'est lui mon compagnon. Alors, je n'ai pas d'amis. Alors, avec un couple comme ça, si vous avez des amis, c'est pour vous séparer. Alors, je vous exhorte à vraiment, dans vos cheminements, regardez si ce que l'homme veut, c'est ça que je fais. Surtout, soyez attentionnés vers l'homme. Vous regardez si ce qu'il veut, c'est ce que je fais. Lui, c'est un organisateur, selon ce qu'il fait. Moi, c'est une personne qui aime aider. Alors, en aidant les autres, je l'exclus. Et il se sent frustré. Alors, j'essaie de m'excuser et je le mets dans mon programme et ensemble, s'il y a à aider quelqu'un, nous aidons la personne ensemble. Alors, si lui aussi, il est en train de faire son organisation, il m'inclut et nous faisons tous ensemble. Alors, il ne faut pas que vous tirez les épingles, chacun tire de son côté, ça ne fonde pas un bon foyer. Soyez toujours unis dans vos décisions. Si même il prend une décision vraiment très dure, mais ne réagissez pas en même temps. Mais avec le devoir de s'asseoir, vous allez discuter et il mettra un peu de l'eau dans son vin. Alors, essayez de vous écouter et de partager surtout. Si vous savez que vous avez tort, humblement demandez pardon à l'autre. Et si l'homme aussi sent qu'il a blessé la fille, il faut qu'il demande d'excuses. Alors, en ce temps, vous pouvez aller ensemble et finir ensemble. Bravo. Alors, comme on a l'habitude de faire dans Caring Show, vous n'êtes pas musulman à ce que je sache. Non, non, non. Caring Show vous a préparé une bouteille de champagne pour célébrer les 26 ans de mariage. Donc, sous vos applaudissements, la goutte arrive. Et chez nous, ici, on danse. Oui. Donc, tout à l'heure, aujourd'hui, t'es ma vedette. vous allez danser et tout le monde va danser avec vous. Et ça sera la fin de la première. Je veux juste que tu sois ma Fatimata forever, ever, ever. Ma vie, j'aimerais te dire que je t'aime de tout mon cœur, bébé.
Denise, Karine, Sandra, Fanny, et que sais-je encore. Je veux juste que tu sois ma Fatimata forever, ever, ever. Comme une mélodie, tu as adouci mes mains. Tu restes la seule qui fait battre mon cœur. Malgré les obstacles de la vie, t'es la seule qui me ravit. J'aimerais te dire pour bénéficier un tout petit peu de leur bonheur. Alors, les enfants de papa et maman, Aïvi, si vous êtes avec nous, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut les applaudir ensemble? On va faire ceci. C'est l'amour qui a touché moi. De toi bébé j'aurai besoin toujours. Tu porteras en ton sein tous mes enfants. Toi, je sais, on peut se lever à toi, je pour saluer ainsi la fin de cette émission Karine Show. Merci beaucoup à vous tous.